Avec son design spectaculaire, la place Saint-Pierre constitue la porte d'entrée la plus symbolique et la plus célèbre de ce mini-État. Au-delà de cette frontière symbolique, officiellement, ce n'est plus le territoire du Vatican, mais celui de la République italienne. Et si l'on passe d'un pays à l'autre sans s'en rendre compte, en posant simplement un pied sur la place, il existe un autre passage, bien moins connu celui-là, et surtout secret. Dissimulé derrière les arcades de la place Saint-Pierre, ce corridor de 800 mètres de long s'appelle le passage du Borgo. Comment ce tunnel est-il né? À quoi a-t-il servi? À exfiltrer des souverains pontifes en danger ou à se livrer à d'obscures activités? Ça a été conçu comme un passage couvert, à l'abri des regards. Et bien sûr, toutes sortes d'histoires ont émergé. Des histoires de papes rejoignant leur maîtresse au château Saint-Ange, ou des papes allant assister à l'exécution d'une personne particulièrement détestée. Le Vatican n'a pas toujours été entouré d'une enceinte. En fait, il a fallu attendre un événement traumatisant pour que la papauté se décide à se protéger. En 846, les Sarrasins prennent la ville d'Ostie et ensuite ils marchent sur Rome. Ils n'entrent pas dans Rome, mais pillent les églises des environs. C'est certainement un événement très important dans l'histoire du Vatican, parce que cela va déclencher la construction d'un mur en 848. Il faudra 4 années pour construire ce mur, dont il ne reste aujourd'hui que très peu d'éléments. Il est construit entièrement avec un mélange de briques romaines et de gros blocs de pierre. Il devait probablement faire 8 mètres de haut environ, pour 2,5 mètres de largeur, avec des tours tout du long, environ 22 ou 25 tours. Et ce mur reliait le château Saint-Ange à la colline du Vatican, passait derrière Saint-Pierre, puis redescendait par l'autre côté. Ça formait une sorte de bande rectangulaire d'à peu près 3 km de long. Au XIIIe siècle, une portion de 800 mètres est transformée. C'est le passage du Borgo. Et il permet au pape de rejoindre la forteresse voisine depuis le palais apostolique. C'est un moyen de relier le Vatican au château Saint-Ange sans avoir à descendre dans la rue. La présence de la forteresse Saint-Ange était un refuge sûr, car le statut des papes à Rome était toujours menacé. Pas seulement depuis l'extérieur, mais aussi par des émeutes ou autres problèmes à l'intérieur même de la ville. Cet accès, devenu hautement stratégique, est à nouveau transformé au XVe siècle. Le rempart est surélevé. L'ancien chemin de ronde devient ainsi un tunnel, avec des meurtrières de chaque côté. Au-dessus, on construit un passage à découvert avec des créneaux. Du coup, vous pouviez positionner des soldats au-dessus, en dessous, et d'autres soldats pouvaient se mouvoir librement, discrètement, le long de ce passage à couvert. Dans l'histoire mouvementée du Vatican, le passage du Borgo s'avère capital à 2 reprises. En 1494, quand le pape Alexandre VI est menacé par le roi français Charles VIII, il emprunte le Passetto pour aller au château Saint-Ange. En 1527, épisode plus célèbre, Clément VII doit fuir devant les troupes de l'empereur Charles Quint. Et bien sûr, il ne faut pas seulement imaginer un pape qui s'engouffre dans le Passetto, mais tout un conclave de cardinaux, accompagnés de bureaucrates. C'est probablement une scène de chaos incroyable dans le Passetto. En dehors de ces 2 épisodes guerriers, on ne sait pas grand-chose de la façon dont ce passage a été utilisé. De quoi alimenter la rumeur autour de rendez-vous inavouables. Les rendez-vous secrets sont une caractéristique de la vie politique. Le Passetto est une sorte de coulisse glorifiée. Et comme il est secret, un tas de mythes sont nés et on ne saura jamais vraiment ce qu'il en est.
Après la dernière attaque de 1527, le Vatican connaît 2 siècles et demi de paix et peut continuer son incroyable aventure architecturale. En édifiant la plus grande basilique du monde, bien sûr, mais pas seulement. Avec des constructions plus modestes aussi, mais pas moins étonnantes, comme cette tour. C'est le 2e point le plus haut du Vatican. On l'appelle la Tour des Vents. Et elle n'a pas été construite pour surveiller des ennemis, mais pour scruter les étoiles. Pourquoi la papauté s'intéresse-t-elle autant à l'astronomie? En quoi la construction de cette tour a-t-elle influencé les calendriers de toute la planète? Et pourquoi percer un trou dans sa structure? On va percer dans la façade qui est dirigée vers le sud un tout petit orifice. Dans le cas de la Tour des Vents, c'est à peu près 4 cm. Malgré ses 73 mètres de haut, c'est une tour méconnue qui ne se visite pas. Construite à la fin du XVIe siècle avec un objectif très précis. La construction de la Tour des Vents entre les années 1578 et 1580 va permettre de valider cette réforme du calendrier que le pape veut absolument mener à son terme avant la fin de son pontificat. Ce pape, c'est Grégoire XIII. Et avec cette tour, il espère corriger le vieux calendrier julien hérité de Jules César. Un calendrier insuffisamment précis et qui décale les fêtes religieuses au fil des siècles. Ce calendrier julien, en effet, ne fonctionne pas si bien parce que c'est une approximation. L'année julienne est plus grande d'environ un peu plus de 11 minutes par rapport à l'année solaire moyenne. Donc ces 11 minutes vont s'accumuler au fil du temps. Et au bout de à peu près 128 ans, vous allez avoir un décalage qui va se monter à 1 jour. Il faut pousser les portes de la salle du premier étage pour découvrir le dispositif dessiné par l'astronome Ignacio Danti, l'un des meilleurs de son époque. Perdu dans la barbe d'une fresque murale, un oculus. Il a été percé pour laisser passer la lumière du soleil. Au sol, une ligne gravée dans le marbre. Orientée nord-sud, c'est une ligne méridienne. C'est une ligne sur laquelle va se projeter la position du Soleil lorsque le Soleil culmine dans le ciel. Et sur cette ligne, on peut ensuite tracer les instants particuliers que sont les entrées du Soleil dans les différents signes du zodiaque, marquant ainsi les points les plus importants que sont les équinoxes, printemps et automne, et les solstices, été et hiver. La démonstration tant attendue a lieu en 1581. Aucune archive ne l'atteste, mais c'est une supposition qui est faite que le 21 mars 1581, le pape Grégoire XIII vient sur cette ligne vérifier de visu que cette réforme est nécessaire. Ce jour-là, on guette le rayon de soleil qui traverse l'oculus placé à 5,20 m du sol. Normalement, d'après les calculs d'Ignacio Danti, la tache de lumière doit se positionner au niveau du signe du Bélier. Le Soleil devrait, à midi, être à cette position-là sur la ligne. Et l'on constate qu'en fait, non. Elle est déjà beaucoup plus avancée. Et pour aller entre ces deux positions, il faut 11 jours. C'était effectivement le décalage qui survenait à cette époque-là entre l'équinoxe théorique, ecclésiastique du 21 mars et l'équinoxe réel qui tombait à ce moment-là, le 11 mars.